nous sommes dimanche 11 juillet, 11 août. Je viens vous parler de la rentrée littéraire, de faire également, ce sera un vlog vacances rentrée littéraire. Je pars demain chez mon ami qui habite en dessous de Lyon. Donc je viens parler de 2 livres parce que je les ai lus, j'ai pas envie de les embarquer. Et je viens boire mon café avec vous. Parce que moi sans mon café, ce n'est pas moi. Même à 16h parce qu'il est 16h. Ouais, ça sera un vlog vacances rentrée littéraire. Excusez, mes cheveux ne sont pas gras, c'est juste le masque que je me suis mise pour cheveux secs, très secs, mais très secs. Donc je viens vous parler du livre de Michel Bussy parce qu'il sort bientôt. Ça sera certainement une vidéo qui sera en plusieurs temps puisque j'ai plusieurs livres de la rentrée littéraire sans que ce soit trop imposant. On va avoir 8, 9, ouais, 8 ou... Allez, max 10, je pense en avoir. Je les ai pris d'ailleurs pour aller chez mon ami. Donc, le livre de Michel Bussy, Les ombres du monde. Il sort le 16, alors je regarde parce que je me suis noté. Il sort le 16... le 14 août. C'est chez Presse de la Cité. On est en octobre 90, on est au Rwanda. C'est un beau pays si beau, bout du ciel. Un pays à la hauteur d'homme si cruel. On est en octobre 90, le capitaine français Jory Carteta est en mission au Rwanda. Il rencontre Espérance qui est une jeune professeure engagée dans la transition démocratique de son pays. On va être dans plusieurs temporalités, il y aura aussi plusieurs intervenants dans ce livre. Je vais te parler, alors je viens de l'écrire il y a très peu, donc je me souviens, mais j'avoue que j'oublierai peut-être des choses, donc je vais essayer de vous dire le maximum sans trop vous en dire. On est donc en octobre 90, on est au Rwanda, le 6 avril 94, il y a un éclair dans le ciel. Ce roman, c'est un roman magistral, c'est un roman qui décrit l'horreur, celle du Rwanda, les enjeux politiques, géopolitiques, les enjeux diplomatiques, le génocide en 100 jours des Tutsis par les Hutus, le rôle de l'État français, c'est aussi les années du gouvernement Mitterrand. C'est un livre qui raconte la grande histoire dans la petite histoire et l'inverse. La petite histoire, celle d'Espérance qui deviendra la femme de Jorik et de leur fille Aline, cette femme qui est engagée pour le Rwanda, pour la démocratie, pour la paix entre les ethnies. Jorik va retourner au Rwanda, retrouver les fantômes qu'il a laissés et puis retourner au Rwanda pour expliquer à sa fille Aline et sa petite fille Maë leur histoire. Et puis arrivé au Rwanda, tout va changer. On est en 2024, tout va changer. Tout va déraper. C'est une histoire haletante que l'on lit d'une traite, que l'on ne ferme pas, l'auteur nous fait. Il y a une construction romanesque, mais il y a un suspense qui est latent, qui est grandissant, avec des faits qui reviennent pour nous, enfin pour moi qui avait en 94, 25 ans. Je suis bête, je suis mariée en 94 ans, 94 qui avait 25 ans. Et, il y a des flashs qui reviennent, des flashs de barbarie, des flashs de charnier à ciel ouvert. C'est vraiment une histoire que l'on tente au niveau français d'oublier. Mais c'est quand même une histoire bien présente où il y a eu énormément d'exactions, où le passé politique est un peu flou.
français, le passé politique français est un peu flou. Et Michel Bussy, il a fait ses recherches. C'est quelqu'un qui est enseignant-chercheur en géographie, enfin qui était enseignant-chercheur en géographie. C'est quelqu'un qui fait des recherches, il maîtrise absolument son sujet, la géopolitique. Donc il explore les cartes du monde. Et dans ce livre, ces personnages sont en quête de vérité. C'est des personnages qui sont attachants. C'est des personnages qui sont traumatisés, qui ont également perdu leur identité, qui ont leurs amis, leurs femmes, leurs filles, leurs fils. Et ouais, c'est une période floue de la diplomatie française. Il y a, comme je vous ai dit, plusieurs temporalités, plusieurs acteurs. L'auteur, il éveille notre conscience, il nous interroge sur ce passé en 600 pages, hein, exactement, ouais, quasiment 600 pages, qui moi, m'a laissé énormément de tristesse, de la douleur, parce que c'est un pays qui a été déchiré, et qu'il est peut-être toujours aussi malgré tout, parce que ça reste ancré, mais qui est déchiré qui a été déchiré par un malentendu, en fait. C'est cette histoire parce que l'avion le Falcon du président rwandais a explosé en plein vol. C'est une grande interrogation. Ça n'a jamais vraiment été élucidé. Alors que l'on a tout pour prouver, enfin tout au moins c'est, oui, on a tout pour prouver, mais en fait c'est un passé que l'on veut enterrer. Et ouais, moi j'ai trouvé ça édifiant, riche, bouleversant, et puis à la fois très triste. C'est une œuvre magistrale, enfin, Michel Bussy, il fait rentrer l'histoire avec un grand H dans l'histoire de Jorick, d'Espérance, d'Aline, de Maï. Et en même temps, tout se tisse, c'est d'une sensibilité extrême, et on traverse les ombres du monde, c'est écrit, hein, on traverse les ombres du monde, mais c'est exactement ça. Et ce livre est un petit bijou. Pour moi, ouais, c'est un coup de cœur littéraire, parce que j'aime aussi l'historique, et parce que ouais, il éveille les consciences, il remet les choses là où elles sont, les manquements des uns et des autres, et je trouve ça, ouais, ça te remue les tripes malgré tout. Je vais te donner 2-3 citations. Les gens les plus dangereux sont souvent les plus bêtes. Quand on laisse la violence nous dévorer, c'est notre intelligence qu'elle grignote en premier. Une deuxième. L'histoire d'une nation n'est pas un récit, ce sont des faits. On ne construit pas une réconciliation, un mensonge. On ne bâtit pas une amitié. Pardon. On ne bâtit pas une amitié sur une lâcheté. Il n'y aura pas d'humanité sans pardon. Il n'y aura pas de pardon sans justice. Mais la justice sera impossible sans humanité. Ouais, moi, il m'a bouleversé. Ouais. C'est un livre vraiment bouleversant. Donc, il sort le 14 août à Michel Bussy, Les Ombres du Monde, chez Presse de la Cité, pardon, chez Presse de la Cité. Et c'est, si vous aimez l'histoire, si vous aimez, ouais, aussi le romanesque, mais pas que, hein, là-dedans, il n'y a pas que le romanesque, mais ouais, si vous aimez l'histoire, les faits réels, la réalité des faits, lisez-le, c'est beau, c'est poignant, et ça remet beaucoup de choses, beaucoup de questions en cause, ça remet beaucoup de choses en question. Je vais vous parler aussi, hop, je retourne.
un petit peu. Voilà. Je vais vous parler aussi du livre de Léonore de Recondo. Marcher dans tes pas, et c'est chez l'Iconoclaste. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ce n'est pas un coup de cœur, mais je vais te dire pourquoi. Alors, l'autrice parle à sa grand-mère, Enriqueta. Elle décide de parler de l'histoire familiale, donc de cette grand-mère qui a pris la fuite avec son petit garçon lorsque l'Espagne devenait franquiste, donc c'était dans les 1900, je sais plus, 1930, dans les années juste avant la guerre, 39-45. Ce livre, c'est l'histoire du déracinement, c'est un exil, c'est tout quitter sans rien emporter, et puis tout quitter, mais ne rien dire, garder la peine de l'exil, garder ce que l'on était. C'est une histoire de non-dit, de secret, c'est une histoire de transmission silencieuse qui pèse sur les générations futures, et c'est ce qui arrive à Léonore. C'est un passé trouble, difficile, où se présente la difficulté de se construire, même lorsque l'Espagne décide que les exilés décide de naturaliser les exilés. L'autrice hésite dans ce parcours parce qu'elle connaît à peine son passé, elle connaît à peine celui de son père et encore moins celui de cette grand-mère qui est restée silencieuse. Pourtant, il est ancré en elle cette sensation de vide. Elle a besoin de remonter ce passé. C'est quasi viscéral. On jongle entre passé et présent, c'est poétique, c'est rugueux, c'est une guerre civile que l'on a voulu effacer. C'est un texte pour ne pas oublier, c'est un texte sur la transmission, mais aussi une transmission qui ne se fait pas normalement, qui se cache. Mais c'est aussi un texte sur la résilience. C'est également écrire avant que plus personne ne soit là, que ceux qui ont vécu ce moment ne soient plus là pour expliquer. Moi, j'ai aimé la poésie de l'autrice, son ton qui est juste, qui est émotionnel. J'ai aimé, même si je me suis pas... Alors, petit bémol, je ne me suis pas attachée au personnage. J'ai beaucoup aimé l'écriture parce que elle est une écriture poétique. Elle tisse les souvenirs imaginaires et romanesques sur ce regard poétique d'enfance. La guerre civile a voulu effacer ceux qui l'ont combattu, mais ce livre rouvre une histoire de Léonore de Recondo. Et c'est aussi tout l'amour qu'elle a pour ce pays, tout l'amour qu'elle a aussi pour son père, pour sa famille, et surtout pour ne pas oublier. J'ai beaucoup aimé ce texte, j'ai beaucoup aimé les mots qu'elle en y emploie, même si, comme je l'ai dit, je ne me suis pas attachée au personnage, j'étais plutôt ancrée dans les mots, dans l'écriture, même si l'autrice, elle fait partie de ces personnages. Mais elle a eu une écriture qui vous transcende et qui vous pique le cœur, quoi. Et en même temps, cette transmission ce passé que l'on fuit, dans ma famille, enfin mes grands-parents, ils ont fui aussi
se passer. Et je n'en connais rien. Il y aura toujours un vide à ce niveau-là, mais je n'en connais rien et je n'ai pas remonté l'histoire parce que en fait j'en sais très peu. Et puis parce que ça remonte encore avant. Je vais vous dire une citation. C'est « Je suis sur ta clavicule, sur ton poignet, dans tes mains. Je suis dans tes cheveux, sur ton sein, dans tes yeux. Je regarde ta bouche, tes mouvements, ta robe. Je te connais sans te connaître. » Enriqueta. J'ai mis des post-it plein parce qu'il y a énormément de phrases qui m'ont bouleversée. Il y a tellement de mots qu'elle m'a... Enfin, j'écris le temps, je suis la trace, je la suis. Elle me colle à la peau, je suis la mémoire de la trace trouée. Je suis l'effacement qui s'écrit, je suis la servante à genoux du temps. Je collecte les brindilles, les pas, les voix, les corps disparus. J'écris les silhouettes en creux. Je dessine leurs contours pour que le vide apparaisse, le vide du temps passé. À écrire qui s'inscrit dans le présent qui passe, qui file, que je retiens, qui s'évade, m'encercle. Je me ceinture de fantômes, nous nous peuplons, nous dansons, nous devinons. J'écris le temps passé avec eux à les aimer, sans connaître leur corps, à dompter leur présence. J'écris le temps passé à regarder la lumière décliner, s'éteindre. Je m'étire, je m'amalgame, bientôt. Je mourrai, je peuplerai d'autres corps, des corps vivants, qui laisseront trace de mes silences. Ça continue encore, donc c'est pour vous dire, c'est... Alors il se lit très vite, hein, il y a 230 pages à peu près. Parfois il y a donc des textes très courts, de la poésie. Lisez-le, si vous aimez Léonore de Recondo, ses textes, sa poésie, son écriture, allez-y. Franchement, si vous aimez retourner sur le passé, comprendre l'exil, comprendre pourquoi on a voulu effacer et pourquoi les ancêtres, hein, les grands-parents, les parents, grands-parents n'ont pas voulu en parler, ont voulu oublier cette partie de l'histoire. Allez-y, franchement, c'est un très très beau texte. Donc, l'Iconoclaste, marchez dans tes pas. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je retourne à ma valise. Bien sûr que j'ai mis des livres dedans, mais ma fille ne les a pas vus. Bien sûr que j'ai pris un sac de livres, mais ça, elle le verra. Mais dans le sac, il n'y en a pas tant que ça finalement. Mais il y en a encore dans la valise. Mais moi, je pense qu'il y aura de très bons romans, de très bons textes. J'ai lu aussi, j'ai pris ma tablette également parce que j'en ai eu par NetGalley. J'ai lu le livre de John Boyne. C'est un écrivain que j'adore, que je conseille fortement. Pour le coup, ouais, c'est trois livres totalement différents. Mais ouais, je reparlerai de John Boyne parce que j'aurai encore le temps. Ça s'appelle Les Éléments. Mais c'est deux livres que je viens de vous présenter. Deux livres totalement différents, mais deux livres... ouais, Michel Bussy, essentiel, et Léonore de Recondo, très poétique, et moi j'adore la poésie. Donc allez-y, je vous reprendrai plus tard, dans un autre environnement. Ciao, ciao. Nous sommes lundi 12 juillet, il est minuit 2. Je viens enfin de terminer, après avoir nettoyé la maison, enfin j'ai encore la serpillière à passer. J'ai terminé de me doucher. Maintenant, est-ce que les valises sont fermées, bouclées? Quasiment. Il ne me manque plus que la trousse de toilette à mettre dans le sac en paille. Sinon, le sac est prêt, la valise est prête. Le sac pour mes chaussures est prêt aussi. Le sac de livres prêt également. Et les vêtements sont prêts également. Donc, je vous dis à plus tard. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Ça doit dépendre des uns et des autres. Allez, ciao. Les longueurs sont faites. Les cheveux pas mis. Mais tant pis, vous avez l'habitude. De toute façon, je vais vous raconter
Nicolas Godemé, nous n'avons rien à envier au reste du monde, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire vers le 20 ou le 22 août. Je ne sais plus, pour ça, ça sera approximatif. Mais c'est sorti depuis le 20 août ou 22. Donc on est en Corée du Nord où chaque geste est surveillé, où deux adolescents découvrent l'amour. Donc Yoongi est d'une classe inférieure tandis que les parents de Miran sont membres de l'élite du parti et elle a déjà été promise à un étudiant de la capitale. Pourtant, Yoongi et Miran, lorsqu'ils échangent un regard lors d'une exécution publique, ce regard va bouleverser sa vie, leur vie. Il y a des brigades omniprésentes dans le quartier, ils sont surveillés, ils sont vraiment, ils ont pas de liberté en fait, ils doivent leur vie au parti, ils doivent leur vie à l'État, donc ils vont vivre une passion clandestine qui n'est pas du tout acceptée par la dictature en place, puisque Yoongi est d'une caste inférieure à Miran et que Miran est déjà promise à quelqu'un d'autre. Elle n'a pas le choix, de toute façon, ses parents l'ont promise, donc il va se passer un bouleversement qui va basculer et Yoongi va devoir partir. C'est un roman bouleversant, c'est un récit intime, c'est une fresque politique. J'ai pas du tout envie d'aller là-bas, en Corée du Nord. C'est une lutte permanente pour exister et pour aimer. Aimer l'homme que l'on se choisit, ce qui n'est pas le cas. C'est ouais, c'est une tragédie à la Roméo et Juliette, sauf que là on est en Corée du Nord, c'est actuellement, c'est maintenant. Nicolas Godemé, il nous encourage il nous interroge sur les limites du courage, de la révolte et de l'espoir, et puis questionnement aussi sur nous, nos libertés, nous qui nous plaignons régulièrement. Lisez ce livre, on saura quel est le goût de la liberté. Je vais vous parler aussi, donc il est sorti, hein, donc c'est chez l'Observatoire. C'est un très très beau livre, j'aime beaucoup la couverture. Je vais vous parler d'un livre en 1986 à Marléchamps, c'est un village pavillonnaire de la banlieue parisienne. Plus de 30 ans après une série d'événements tragiques, une femme revient sur les lieux de son enfance pour en exhumer les secrets. Ceux de Suzanne, jeune institutrice fraîchement arrivée, de Béatrice, reine incontestée de la petite communauté, et de sa fille Élise, l'adolescente rebelle. Entre non-dits et faux-semblants, elle ravive les blessures que chacun préférait oublier. Donc ce livre, j'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est un court livre, mais un très court livre. Enfin, un très court livre. Il y a quand même 200 pages. 250 pages. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de ce lotissement qui s'est créé. Et puis après, ça se passe dans les années 80. Les années 80, c'est la montée du FN. Vous savez, ces fascistes, ces blancs qui ont la nostalgie des années du Führer. Et c'est la montée du FN, la montée de Jean-Marie Le Pen. Et à Marléchamps, c'est Marléchamps ou la Marochamps, c'est les Marléchamps. À Marléchamps, c'est un lotissement où des HLM vont bientôt se construire, où ils ne sont pas du tout d'accord, où bien sûr vous avez un groupe de femmes et vous avez une qui est toujours super bien pomponnée, qui est super bien foutue, qui a 4 gosses, qui a un mari modèle, enfin c'est le couple modèle, le couple idéal, c'est la famille idéale. Sauf que, excusez-moi du terme, c'est une peste, c'est une garce, c'est une femme qui est mauvaise comme tout. C'est le jeu des apparences, les secrets, les non-dits. C'est assez compliqué, c'est elle qui va mener la danse.
Et dans ce lotissement qui adhère enfin plus ou moins aux idées du Front National, eh ben, il y a une petite jeune femme qui vient une petite jeune femme de 24 ans qui vient donner des cours et qui vient faire un remplacement à l'école du village, à l'école près du lotissement. Et cette jeune femme est guadeloupéenne, donc c'est une beauté noire, une grande élancée. Elle a toute la jeunesse, elle a tout l'espoir de la jeunesse, elle a toute l'envie de sa jeunesse, elle a envie de bien faire, elle s'appelle Suzanne. Elle veut faire bouger les choses. C'est une jeune institutrice qui est pleine d'envie, qui poétise. Elle adore la poésie. Elle fait apprendre des poésies aux enfants énormément. Et chaque élève est collé à ses mots. Et Suzanne, c'est une jeune Guadeloupéenne qui est pleine de vitalité. Donc, on n'aime pas trop ça chez les femmes. Hein. C'est un groupe qui va se liguer en fait, c'est un groupe qui va vouloir la détruire. Et dans ce lotissement, il y a des couples, quand on ferme la porte, qui ne sont pas au beau fixe. Et puis Suzanne, elle va découvrir l'amour, mais elle va découvrir la haine des autres, et puis elle va aussi découvrir la lâcheté des hommes. Elle amène de la fraîcheur, de la beauté, du désir, de l'amour. Et puis il y a François, et puis il y a Élise. Élise qui est l'ado rageuse, qui est la fille de la leaduse, je ne sais même pas si ça se dit, mais qui est la fille de celle qui regroupe les femmes et qui a lancé une guerre contre Suzanne, qui est bien trop belle et qui est bien trop noire pour être assez bien pour elle. Et Élise, sa jeune fille de 14 ans, son ado, qui elle adore Balavoine, elle adore les idées de Balavoine. Elle est plutôt dans Touche pas à mon pote. C'est une gamine qui est qui réfute en fait les idées de sa mère, de ses parents. C'est une gamine qui est touchée par la mort de Balavoine, qui sera. Et puis c'est aussi les années Mitterrand. C'est un livre qui est vachement prenant, qui est vachement glaçant, qui montre cette montée du Front National. On a laissé faire. Et puis il s'est passé quelque chose qui a été le point de bascule, qui a été un embrasement. Et Élise, l'ado, est un personnage tellement intéressant. Et il y a des personnages que l'on déteste, que l'on aime, et Élise est de ceux que l'on aime parce que elle pointe un peu tout ce qui ne va pas, elle pointe le désir, la violence des rapports sociaux, et elle pointe la rigidité de sa mère, la rigidité, la fausseté de sa mère, et elle la déteste. Elle la déteste, elle a la haine, elle a la rage contre elle. Et la narratrice, qui est une des filles qui habitait dans ce lotissement, et elle a oublié un peu tout ce qui s'était passé. Elle ne sait pas, donc elle revient 30 ans après dans le lotissement. Et est-ce qu'il faut réellement déterrer les secrets? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que parce qu'elle risque peut-être de découvrir des choses quelque peu difficiles à apprendre? Et ouais,
ce bouquin, c'est la mise à nu d'une société, et puis c'est la mise à nu de la mémoire collective de ce qui s'est passé à ce moment-là, au lotissement La Mare des Champs. J'espère que je vous l'ai bien vendu, parce que franchement, il est magnifique, ouais, il est à lire, c'est un des livres qu'il ne faut pas manquer. Pour cette rentrée littéraire, l'autrice a une plume fluide, c'est sans concession, c'est acéré, enfin elle te lacère le cœur, ça monte, la tension est crescendo, et puis tu as le drame qui se dessine. C'est un roman court mais intense, il est puissant, c'est un roman où les rumeurs tuent, c'est un roman glaçant sur une pensée unique, c'est la fureur qui afflue par vagues, c'est des conséquences, des actes qui vont être dramatiques. Et il est sorti le 21 août 2025. Donc voilà, j'ai terminé. Je m'arrête là parce qu'après ça va être trop long. Actuellement, je lis celui-ci, À la table des loups d'Adam Wadham Arap, et c'est chez Seuil, et il est excellent, vraiment. Enfin, je pense que l'on peut avoir un coup de cœur, je le trouve excellent ce livre. Donc je vous rappelle un peu ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Claire Vezin, franchement, allez-y, magnifique. Henri Weiss, ben, allez-y aussi, faites-vous votre idée. Il a une écriture qui est vraiment excellente. L'intrigue n'y est pas forcément, mais ouais, il décrit magnifiquement bien le sud des États-Unis et sa misère. Et puis nous n'avons rien à envier au reste du monde, allez-y aussi, vous découvrirez ce que la liberté veut dire, et puis ce qu'est une dictature réellement. Et la difficulté de s'aimer dans ce genre de... C'est même pas un gouvernement, donc dans ce genre de pays où la dictature gère un peu chaque mouvement. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances, une bonne rentrée. Je vous reprendrai pour d'autres livres de la rentrée littéraire que j'ai reçus. Merci, enfin, je vous parlerai d'autres graphiques, mais c'est pas de la rentrée littéraire. Par contre, je ferai un truc bien à part pour vous en parler. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Salut, nous sommes dimanche 31 août, demain c'est la rentrée. J'ai changé d'environnement à mon grand désespoir, mais il y a un temps pour tout. Je viens vous parler d'un dernier livre de la rentrée littéraire, Henri Weiss, Nulle part où revenir, de chez Sonatine. C'est un livre où je ferai une deuxième partie. C'est un livre où je suis plutôt mitigée parce que j'ai aimé les descriptions. Je vais vous dire Après 10 années passées à Richmond, Will Semmes revient dans la petite ville où il a grandi pour prendre un poste d'adjoint au shérif. Il y retrouve cette terre du sud de la Virginie hantée par l'histoire, celle des riches plantations de tabac et de l'esclavage que le progrès semble avoir oublié. Dans ce paysage désolé entre marais et maisons abandonnées, les fantômes sont partout et Will va bientôt devoir affronter ceux de son propre passé lorsqu'un de ses amis d'enfance est retrouvé assassiné. Donc voilà, on est à Euphorbia dans Virginie du Sud. On est avec Will Semmes qui est adjoint du shérif. Will est un blanc, il a vécu il y a une bonne dizaine d'années de ça à Euphorbia. Il avait ses amis, dont Sam, qui était son ami, qui est noir, qui est recherché par la police. Mais Sam est aidé par Will. Il veut qu'il se désintoxe. Donc il a pris Sam sous son aile chez lui
et il essaie au fur et à mesure de l'amener à la désintox. C'est pas simple. Les relations ne sont pas simples, mais il y a un tel sentiment de culpabilité, de fragilité chez Will que on ne sait pas vraiment pourquoi, et au fur et à mesure du livre, on va savoir. Alors, Will, un de ses amis, est retrouvé assassiné, sa maison était en feu et le shérif a coincé Zeke, qui est le papa de Sam, qui fait un coupable idéal et qui était derrière la maison. Sauf que Will connaît Zeke et Zeke est incapable de tuer quelqu'un. Donc il va faire une enquête parallèle. Il va y avoir alors je ne vais pas tout raconter, je vais vous laisser le découvrir. Il va y avoir une enquête parallèle. En même temps, Will va être démis de ses fonctions, remis de ses fonctions. Enfin, pas mal de choses, et il n'y aura pas que Will qui fait l'enquête. Au-delà de l'intrigue, qui n'en a pas pour moi, puisque dès le début, on devine quel est le tueur. Dès le début, on sait. Mais au-delà de ça, l'auteur fait une description magnifique de la Virginie, de la pauvreté, de cette terre où le sang des Noirs coule encore, de cette terre qui est abandonnée, qui est désolée, où il n'y a plus de boulot, où seule la drogue est la solution pour gagner un peu d'argent. Moi, c'est une terre complètement oubliée, c'est une terre qu'on a délaissée pour compte, que ce soit les blancs, les noirs, mais il y a toujours ce sentiment de ségrégation, c'est toujours très intense, et c'est compliqué pour Will, de faire cette enquête. Will est blanc, c'est compliqué pour lui, parce qu'il a ses démons, parce qu'il est aveuglé, parce que il traîne en permanence sa culpabilité. Enfin, ce qui s'est passé 10 années plus tôt avec Sam, il traîne cette culpabilité, il se complaît même à être dedans et à ne pas vouloir en sortir, ce qui est dommage parce que ça réglerait pas mal de choses. Mais c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage où la psychologie est vachement développée, où ouais, c'est un personnage attachant. Au-delà de ça, c'est tout ce qui est l'atmosphère qui est poisseuse, qui est rude, qui est lourde, qui a l'impression qu'elle nous colle à la peau. C'est plus une atmosphère, plus un paysage désolé, un paysage complètement abandonné, et des gens qui sont dans la misère, qui se battent chaque jour. Donc c'est un premier roman, qui a les qualités et les défauts du premier roman, où Henry Wise, je suis désolée pour la prononciation, a voulu trop en mettre, et il n'a pas été jusqu'au bout de certaines de ses idées, et il a aussi mis pas mal de personnages, et parfois c'était un peu caricatural, notamment avec Benico. Vous apprendrez qui c'est à l'intérieur, enfin en le lisant. Et alors, un livre mitigé, mais pas que. J'ai aimé cette écriture, cette urgence dans l'écriture, j'ai beaucoup aimé, qui fait que tu tournes les pages, que tu veux savoir. Et en même temps, l'intrigue ne m'a pas... Enfin, le côté thriller, il n'y avait pas ce côté thriller dedans. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas pour autant... Je n'attends pas que je ne lirai pas son deuxième, parce qu'il a une écriture, au-delà de ça, qui est assez poétique. Donc, on va laisser une deuxième chance, et avec beaucoup, beaucoup de raisons. Donc,
découvrez si vous voulez Henri Weiss, Nulle part où venir, c'est chez Sonatine, c'est sorti le 28. Alors, ce qui est chiant, c'est les petits mots des autres auteurs, etc. Et les comparaisons, et moi je trouve ça, en fait c'est le style de Henri Weiss, ça n'a rien à voir avec True Detective, c'est, ouais non, ni avec Cosby qui a adoré ce livre, ça n'a rien à voir, il manque quelque chose, on n'est pas allé au bout, mais pour autant c'est quand même un livre à découvrir. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais boire ma tisane parce que chez moi, bon, ça y est, c'est la pluie, le vent, il fait froid, c'est la rentrée demain, donc c'est un classique. Et je vous laisse avec cette fin de vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Dites-moi aussi si vous avez lu quelque chose pour la rentrée, si vous avez lu un roman de la rentrée littéraire ou si rien. Ou alors si quelque chose vous intéresse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.